Bienvenue sur. Pendant 30 ans, le monde a fonctionné sur une hypothèse que personne ne remettait sérieusement en question. Le détroit d'Ormuz ne pouvait pas être fermé. Pas vraiment. Pas d'une manière durable. La puissance navale occidentale l'empêcherait. Les conséquences économiques dissuaderaient tout acteur rationnel d'essayer. Cette hypothèse était si profondément ancrée dans la planification énergétique mondiale, dans les modèles d'assurance, dans les routes maritimes, dans les calculs stratégiques de tous les gouvernements de la planète, qu'elle avait cessé d'être une hypothèse. Elle était devenue un fait. Puis l'Iran l'a fermée. Et pendant des semaines, ce fait s'est maintenu. Le trafic dans le détroit, qui en temps de paix voit passer plus de 100 navires chaque jour, s'est effondré jusqu'à tomber à peine à 3 ou 4 navires. Les prix du pétrole ont explosé au-delà de $100 le baril. 20 navires ont été attaqués. Aucun grand assureur de la planète n'acceptait de couvrir le passage, à aucun prix. Le corridor énergétique le plus critique du monde avait été étranglé par une puissance régionale utilisant des vedettes rapides, des mines, des essaims de drones et des missiles enfouis si profondément sous terre qu'aucune arme existante ne pouvait les atteindre. L'hypothèse n'était pas seulement fausse, elle était morte. Puis les États-Unis ont fait quelque chose qui a changé tous les calculs en présence. Ce qui vient de se produire dans le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une histoire militaire. C'est l'histoire d'une doctrine stratégique que l'Iran a mis 2 décennies à bâtir et que Washington a démantelée en une seule nuit. Et les conséquences continuent de se déployer en ce moment même d'une manière qui définira ce conflit, les marchés énergétiques mondiaux et l'équilibre des puissances au Moyen-Orient pour les années à venir. Parce que dans l'orbite de Trump, chaque crise finit toujours par arriver avec un slogan avant d'arriver avec un exposé cohérent. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut comprendre ce que l'Iran a réellement construit le long de cette côte. Pas seulement ce qu'il possédait, mais ce qu'il a bâti délibérément, systématiquement, sur plus d'une décennie. Le détroit d'Ormuz n'est pas simplement une étendue d'eau. À son point le plus étroit, il ne fait que 20 et 1 mille de large. Par ce seul corridor, transite environ 27% de tout l'approvisionnement énergétique maritime mondial chaque année. Pétrolier, méthanier transportant du gaz naturel liquéfié, porte-conteneurs, tous convergent vers un goulet d'étranglement si étroit qu'une seule puissance régionale suffisamment déterminée, avec assez d'armes et assez de patience, pourrait en théorie prendre l'ensemble du marché mondial de l'énergie en otage. L'Iran l'a mieux compris que quiconque, et il a passé des années à transformer cette réalité géographique en arme stratégique. Le corps des gardiens de la révolution islamique a exécuté un programme de construction le long de la côte sud de l'Iran qui ne ressemblait à rien de ce qu'une armée régionale avait jamais tenté. Des tunnels forés à 30 à 40 mètres dans la roche côtière. Des batteries de missiles antinavires dissimulées derrière des reliefs naturels, invisibles depuis les airs. Des plateformes de lancement de drones intégrées profondément dans des anses côtières. Des réseaux de communication souterrains passant entièrement sous terre, invisibles aux satellites, invisibles aux radars, invisibles à tout ce que la surveillance conventionnelle pouvait leur opposer. Au centre de tout cela se trouvait un arsenal de missiles, sans équivalent dans la région. Les missiles de croisière anti-navires, Nuor et Qader, montés sur des lanceurs mobiles sur camions, avec des portées allant de 12 000 au bas de l'échelle à 100, 86 000 au haut de l'échelle. Le missile de croisière Abu Mahdi, avec une portée annoncée dépassant 600 000, étendait l'enveloppe de menaces iraniennes profondément dans la mer d'Arabie, bien au-delà du détroit lui-même. Les missiles balistiques anti-navires Hormuz, 2 et Khalij Fars, tous 2 équipés de systèmes de guidage assistés par satellite, capables de suivre et de frapper des navires en mouvement à des distances dépassant 180 000. Il ne s'agissait pas d'un simple ensemble d'armes entreposées. C'était un système, stratifié, redondant, profondément enfoui, conçu pour faire de l'ensemble du détroit d'Ormuz et de ses eaux environnantes une zone interdite à tout navire que l'Iran choisissait de viser. Les stratèges militaires appellent cette doctrine l'interdiction d'accès et le déni de zone. La logique est d'une brutalité simple. Il n'est pas nécessaire de vaincre une marine ennemie dans un combat en haute mer si les eaux proches du littoral peuvent être rendues si dangereuses qu'aucune marine n'ose y entrer. Et il n'est pas nécessaire de tirer un seul missile si la menace crédible d'en tirer un suffit à façonner chaque conversation diplomatique et chaque calcul militaire que les adversaires font au sujet du Golfe. Pendant 2 décennies, cette stratégie a fonctionné. Elle a donné à l'Iran un levier bien supérieur à ses capacités militaires conventionnelles. Le détroit d'Ormuz est devenu la police d'assurance ultime de l'Iran,
la carte qu'aucun adversaire ne pouvait se permettre de forcer. Puis est arrivé le 28 février 2026. L'opération Epic Fury a commencé et l'Iran a joué cette carte. Et dès qu'un point de passage stratégique se transforme en théâtre politique, il se trouve toujours quelqu'un dans un studio favorable à Trump pour le qualifier de formidable avant même que la fumée se dissipe. Voici à quoi ressemblait réellement le blocus iranien pendant ces premières semaines et pourquoi, pendant un moment, il a semblé gagner. Des vedettes rapides armées de missiles rasants, la mer entrait et sortait du détroit à chaque occasion, visant des navires marchands avant de disparaître à nouveau dans les anses côtières. Des mines navales étaient disséminées dans les voies de navigation, transformant chaque tentative de transit en pari sur la cargaison et l'équipage. Des essaims de drones étaient lancés sans cesse, harcelant les navires, intimidant les capitaines et, dans certains cas, frappant les bâtiments qui osaient tenter le passage. Et derrière tout cela, tel un rempart de fer, se trouvait le réseau de missiles anti-navires terrestres enfouis profondément dans la roche côtière iranienne, invisible, inatteignable, à l'affût. Les conséquences ont été immédiates et catastrophiques pour le commerce mondial. Avant le conflit, le détroit enregistrait plus de 100 passages de navires par jour. Après que l'Iran a officiellement déclaré le détroit fermé le 2 mars et commencé à attaquer systématiquement la navigation marchande, ce nombre s'est effondré jusqu'à tomber à peine à 3 ou 4 navires par jour. Les prix du pétrole ont bondi de plus de 40% à partir des niveaux sous la barre des $70 où le brut se négociait avant le début du conflit. Au moins 20 navires ont été attaqués dans le détroit ou à proximité. Les primes d'assurance maritime sont passées de fractions du prix des navires à des niveaux où aucun grand assureur n'acceptait de couvrir le passage, à aucun prix. La théorie iranienne était simple: maintenir la pression. Faire en sorte que la douleur économique soit suffisamment forte et suffisamment durable pour que Washington finisse par cligner des yeux, recule et annule complètement l'opération Epic Fury. Et la partie inquiétante, c'est que cette théorie fonctionnait. C'est généralement le moment où la communication à la Trump commence à faire comme si dire « on contrôle la situation » équivalait à un plan logistique. Mais c'est là que l'Iran a mal calculé, d'une manière qui définira sa position stratégique pour une génération. Ce qui a suivi a révélé l'arme qui a brisé la doctrine souterraine de l'Iran. Et pourquoi l'hypothèse voulant que ce qui est enfoui soit inaccessible s'est révélée catastrophiquement fausse. Toutes les menaces dans le détroit ne se valent pas. Les vedettes rapides iraniennes sont dangereuses, mais elles sont gérables. Les États-Unis ont déployé des avions d'attaque ADIX Warthog spécialement pour chasser ces embarcations en temps réel. Le Warthog est l'une des plateformes d'appui aérien rapprochées les plus redoutables jamais construites, extraordinairement efficace pour repérer et détruire de petites cibles de surface tant que la puissance aérienne américaine maintient sa présence au-dessus du détroit. La menace des vedettes rapides peut être contenue. Les missiles de croisière anti-navires enfouis sous terre représentent un problème tout à fait différent. Ces lanceurs sont mobiles. Ils peuvent se déplacer, se relocaliser et se repositionner. Ce ne sont pas des cibles faciles attendant d'être photographiées par des satellites. Et les installations qui les abritent étaient enfouies si profondément dans les montagnes côtières que les bombes conventionnelles et les missiles de croisière ne pouvaient tout simplement pas les atteindre. Les lois de la physique ne le permettent pas. Même plusieurs des munitions perforantes américaines déjà en service n'ont pas la puissance de pénétration nécessaire pour vaincre les installations côtières iraniennes les plus profondes et les plus fortement renforcées. L'Iran le savait. Il avait passé des décennies à intégrer précisément cette vulnérabilité dans les options de ses adversaires. Si des moyens ne peuvent pas être protégés en surface, ils passent sous terre. Simple, efficace et, jusqu'à tout récemment, largement concluant. La seule véritable solution n'était pas d'intercepter les missiles après leur lancement. C'était de détruire les lanceurs avant même qu'ils puissent tirer, éliminer la source, faire disparaître définitivement la menace. C'est ce que les États-Unis ont entrepris de faire le 17 mars. Des lanceurs enfouis sont difficiles à repérer, mais restent encore plus faciles à localiser qu'une doctrine trompiste cohérente dès que les caméras s'allument. Et c'est là que le GBU 7-2 entre en scène. Le GBU 7-2 Advanced 5 000 pound penetrator. Prenons un instant pour mesurer ce poids. 5000 livres, soit plus de 2 tonnes métriques de destruction guidée avec précision. Mais le GBU 7-2 n'a pas été conçu pour détruire ce sur quoi il tombe. Il a été conçu pour détruire ce qui se trouve en dessous. L'ogive n'explose pas à l'impact. Elle traverse la terre, la roche et le béton armé,
grâce à une énergie cinétique brute et à un corps pénétrant durci, s'enfonçant profondément sous terre avant que l'ogive n'explose. Elle combine une ogive pénétrante BLU 138 B avec un système de guidage fondé sur le système jointe directe attaque-munitions, associant le positionnement par système mondial de localisation et la navigation inertielle. Cet ensemble de guidage permet de larguer la bombe à distance de sécurité, ce qui signifie que les pilotes peuvent rester bien au-delà de la portée effective des systèmes de défense aérienne iraniens encore en place, tout en plaçant leur armement avec précision sur la cible. La charge explosive à l'intérieur de l'ogive est tout aussi importante. Le GBU 72 utilise la même combinaison de composés explosifs AFX 757 et PBXN 109 que celle employée dans la Massive Ordnance Penetrator américaine de 30 000 livres, la plus grosse bombe perforante de l'arsenal américain. Les ingénieurs ont choisi de reproduire exactement cette formule éprouvée. Et cette décision laisse fortement penser que ces composés précis ont démontré une performance supérieure contre des structures souterraines durcies lors d'essais classifiés. Le GBU 7.2 a été développé pour remplacer le GBU 2.8, une arme entrée en service durant la guerre du Golfe en 1991. Le GBU 2.8 peut percer environ 15 pieds de béton armé et à peu près 150 pieds de terre compactés. Impressionnant pour 1991, mais les adversaires de l'Iran ne sont pas restés immobiles. Les installations souterraines construites au cours des 3 dernières décennies sont devenues plus profondes, plus renforcées et exponentiellement plus sophistiquées. L'ancien bunker buster n'avait pas suivi le rythme. Le GBU 7.2 est la réponse à ce problème. Mais voici ce qui rend cette arme véritablement redoutable dans la manière dont elle est employée. Il n'est pas nécessaire de détruire un bunker souterrain pour le rendre complètement inutile. Une installation souterraine, peu importe sa profondeur et peu importe son niveau de renforcement, a toujours besoin d'entrée et de sortie. Elle a besoin de tunnels reliés à la surface. Elle a besoin de points d'accès par lesquels les équipements, le personnel et les lanceurs de missiles peuvent entrer et sortir. Bloquez ces entrées, faites s'effondrer ces tunnels, scellez ces points d'accès, et tout ce qui se trouve dans le bunker devient définitivement sans importance, peu importe à quel point le lanceur est bien protégé s'il ne peut jamais sortir pour tirer. Le bunker devient une chambre scellée plutôt qu'une forteresse. C'est précisément la stratégie que les États-Unis ont exécutée le long de la côte du détroit d'Ormuz, sans nécessairement atteindre le point le plus profond de chaque installation souterraine, mais en détruisant l'infrastructure qui rend ces installations fonctionnelles. Et le GBU 7.2, avec sa combinaison de puissance de pénétration et de guidage de précision, est exceptionnellement bien adapté à cette tâche précise. Le béton ne peut pas l'arrêter, le sol ne peut pas l'arrêter, les flancs de montagne ne peuvent pas l'arrêter, et l'Iran l'apprend à ses dépens. Dans les factions les plus théâtrales de Washington, même une bombe perforante finit par être présentée comme un accessoire de campagne avec une meilleure image de marque. Or, c'est ici que le récit prend un tournant que la plupart des couvertures ratent complètement. Le 17 mars était-il réellement la première fois que le GBU 7.2 était utilisé au combat? L'ancien officier du renseignement des marines et analyste de sécurité nationale Howell Kemper a déclaré publiquement que, pour autant qu'il le sache, il s'agissait de la toute première utilisation opérationnelle du GBU 7.2. La publication spécialisée en aviation militaire The Aviationist est arrivée indépendamment à la même conclusion, mais le média de défense respecté The War Zone a soulevé un élément de complication. Il a mentionné un reportage de mai 2024 dans lequel 3 responsables américains non identifiés ont indiqué à un grand réseau que le GBU 7.2 avait déjà été employé contre des cibles Houthis au Yémen. Le contexte est ici essentiel. Les Houthis menaient leur propre campagne contre la navigation commerciale en mer Rouge, visant des navires dans une voie maritime mondiale cruciale afin de provoquer une perturbation économique. Cela vous rappelle quelque chose? Ce devrait être le cas. Parce que les Houthis ne sont pas n'importe quel groupe. C'est une force supplétive soutenue, armée et dirigée par l'Iran. Ils sont, au sens très réel du terme, une extension de la puissance iranienne. Si ces rapports de 2024 sont exacts, l'Iran avait déjà été exposé indirectement au GBU 7.2. Ses propres forces supplétives avaient reçu cette arme de plein fouet presque 2 ans avant que le territoire iranien soit frappé directement. Elles n'ont pas pu l'arrêter alors. Elles ne pouvaient certainement pas l'arrêter maintenant. Et dans le récit proche de Trump, même la chronologie peut finir par donner l'impression d'avoir été montée entre 2 tours de victoire
et une entrevue sur une chaîne câblée. Alors, comment les États-Unis ont-ils réellement livré ces armes? C'est ici que l'ampleur de l'opération devient réellement remarquable. Les analyses actuelles pointent vers le bombardier Bunn Lancer déployé en avant à la base RAF Fairford, au Royaume-Uni, comme principale plateforme de livraison. Chaque Bunn Lancer peut transporter jusqu'à 12 GBU, 7-2, sur des pylônes externes. A l'inverse, un F-15 Strike Eagle ne peut emporter qu'un seul GBU, 7-2 par appareil. Les estimations actuelles laissent entendre que les États-Unis ont utilisé près de 50 de ces bombes pendant les frappes. Le calcul est simple. 4 Bunn Lancer, chacun transportant 12 GBU, 7-2. Cela représente 48 bombes livrées par 4 cellules, une charge dévastatrice avec un nombre minimal d'appareils exposés aux défenses aériennes iraniennes résiduelles. Et au sujet de ces défenses aériennes, selon des recherches du Alma Research and Education Center, les effets combinés de l'opération Epic Fury et de l'opération parallèle israélienne Roaring Lion ont éliminé environ 85% du réseau de défense aérienne intégré de l'Iran. Ce qui reste consiste en des poches de capacité fragmentées et isolées, représentant une menace considérablement réduite pour les aéronefs à haute performance opérant à distance de sécurité. On estime que des F-15E Strike Eagle ont participé à titre de soutien, en livrant possiblement des frappes de précision initiale avant la vague principale ou en menant des attaques de suivi une fois les installations principales déjà dégradées. Le commandement central des États-Unis a confirmé publiquement les frappes dans la soirée du 17 mars. Les forces avaient déployé avec succès plusieurs munitions perforantes profondes de 5000 livres contre des sites de missiles iraniens durcis le long du littoral iranien, près du détroit d'Ormuz. Les missiles de croisière anti-navires abrités dans ces sites ne représentaient plus de risque pour la navigation internationale. Le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a rendu la position américaine parfaitement claire. Les forces américaines demeurent concentrées sur l'élimination de chaque élément de la menace iranienne contre la liberté de navigation dans le détroit. Les pilotes traquent activement des cibles en temps réel. L'opération ne s'arrêtera pas tant que ces menaces n'auront pas disparu. Le président Trump a ajouté un ultimatum explicite. En plus de cela, l'Iran avait 48 heures pour rouvrir le détroit à toute la navigation internationale, sous peine de voir des frappes viser l'infrastructure électrique intérieure qui alimente le pays en électricité. Le message n'avait rien de subtil. Obtempérez ou subissez des conséquences qui vont bien au-delà des installations militaires. La réponse iranienne a révélé un régime coincé entre deux réalités impossibles. D'un côté, le porte-parole du gouvernement iranien a lancé une menace enflammée. Toute frappe contre les centrales électriques iraniennes déclencherait des attaques de représailles contre les infrastructures énergétiques de toute la région. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été explicitement nommés. Le message visait à dire à Washington que l'escalade ne resterait pas contenue. D'un autre côté, l'Iran a simultanément annoncé qu'il laisserait passer tous les navires, sauf ceux considérés comme liés à l'ennemi, à travers le détroit. C'est un écart important et révélateur par rapport à la posture de blocus total qu'il maintenait jusque-là. La question centrale, encore sans réponse à l'heure actuelle, est de savoir s'il s'agit d'une véritable désescalade ou d'un recul tactique destiné à alléger la pression pendant que l'Iran se regroupe. L'expression liée à l'ennemi fait un travail énorme dans cette annonce. Les navires américains sont évidemment visés, mais qu'en est-il des navires de pays alliés de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord? Qu'en est-il des navires appartenant à des entreprises qui font affaire aux États-Unis? Cette ambiguïté est délibérée. Elle laisse à l'Iran une marge pour poursuivre un ciblage sélectif tout en revendiquant une conformité partielle aux exigences internationales. Les données de navigation qui traverseront le détroit dans les prochains jours en diront davantage sur les véritables intentions de l'Iran que n'importe quelle déclaration officielle. Rien n'illustre mieux l'art de gouverner version Trump qu'un ultimatum qui se situe quelque part entre la dissuasion et la réplique calibrée pour un public en direct. Le tableau diplomatique entourant ce conflit présente des fractures qui survivront à la campagne militaire pendant des années. Avant les frappes sur Ormuz, Trump a tendu la main de toute urgence à des partenaires européens et asiatiques avec une demande historique, une coalition navale multinationale sous l'autorité de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour maintenir le détroit ouvert. La réponse a été un refus qui a résonné dans toutes les capitales diplomatiques de la planète. L'Allemagne a déclaré que ce conflit n'était pas sa guerre. L'Espagne a fermé complètement la porte sur le plan diplomatique. La France,
qui maintient la plus importante présence navale européenne dans la région, avec le porte-avions Charles de Gaulle et plus de 10 bâtiments d'escorte à travers la Méditerranée orientale et la mer Rouge, a annoncé que ses moyens resteraient strictement défensifs. Pas un seul navire supplémentaire redirigé vers les opérations à Ormuz. Trump a déclaré aux journalistes depuis le bureau ovale que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord commettait une erreur très stupide. Pékin, qui recevait environ le tiers de son pétrole via le détroit en 2024, s'est abrité derrière une neutralité calculée. La Russie a observé la hausse des prix du brut avec sang-froid. Chaque dollar ajouté au prix du pétrole remplit les caisses de Moscou. La Russie et la Chine ont ensuite opposé leur veto à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 7 avril qui appelait à l'emploi d'une force militaire multilatérale pour rouvrir le détroit. Ce conflit prend désormais clairement la forme d'une confrontation entre grandes puissances, menée à travers des forces supplétives, des vétos et des positionnements stratégiques plutôt que par un affrontement direct. Seule l'Inde a agi autrement. New Delhi a déployé plus d'une demi-douzaine de navires de guerre pour escorter ses pétroliers dans cet environnement de menaces croissantes, rompant avec le silence plus général des capitales asiatiques. Le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, Mark Rutte, a depuis indiqué que les membres de l'Alliance travaillent activement à déterminer comment ils peuvent contribuer à stabiliser la situation dans le détroit. Un groupe de 7 alliés des États-Unis aurait manifesté sa volonté de participer à une mission de patrouille à Ormuz, même si aucun engagement ferme ne s'est encore matérialisé. Le camp Trump aime présenter les hésitations des alliés comme de la faiblesse, ce qui est pratique quand la gestion des coalitions a été traitée comme une épreuve de loyauté de télé-réalité. Il y a aussi un développement inattendu qu'il vaut la peine de surveiller de près. La technologie ukrainienne de drones intercepteurs serait mise à la disposition des forces américaines et des forces des États du Golfe qui font face aux menaces aériennes iraniennes encore présentes dans la région, une collaboration qui aurait été presque impossible à prévoir au début du conflit et qui reflète la rapidité avec laquelle tout le paysage stratégique est en train de changer. Pendant ce temps, Israël observe la performance du GBU, C2, avec une attention extraordinaire. Les installations nucléaires et militaires souterraines de l'Iran sont depuis longtemps au cœur des préoccupations de la planification stratégique israélienne. La capacité démontrée du GBU, 7-2 à vaincre des cibles souterraines durcies, pèsera lourd dans les calculs à Tel Aviv sur ce qui pourrait devenir possible ensuite, et à quel moment. C'est une menace qui dépasse largement le détroit d'Ormuz. Voici où tout en est à l'heure actuelle et ce que cela signifie réellement. L'Iran a passé des décennies à construire un réseau souterrain de missiles le long du détroit d'Ormuz. Il a investi d'énormes ressources pour enfouir ses lanceurs assez profondément pour qu'aucun adversaire ne puisse les atteindre. Il a développé un système multicouche de harcèlement maritime qui a réussi à réduire à un filet la circulation dans le corridor énergétique le plus important du monde. Il a vu les prix du pétrole bondir au-delà de $100 le baril et a cru avoir trouvé le levier nécessaire pour forcer les États-Unis à reculer. Chacun des éléments de ce calcul a désormais été remis en cause par une seule arme que les ingénieurs iraniens n'avaient manifestement pas pleinement prise en compte lorsqu'ils ont conçu leurs installations souterraines, supposément imprenables. Le GBU, 7-2, ne se soucie pas du béton armé. Il ne se soucie pas de la terre compactée. Il ne se soucie pas des flancs de montagne, ni de la profondeur des tunnels, ni du temps qu'il a fallu pour construire l'installation qu'il vise. Il pénètre, il atteint sa cible, il explose, les tunnels s'effondrent. Les points d'accès sont scellés. Les lanceurs à l'intérieur deviennent définitivement sans importance. Voilà ce qui vient de se produire le long du détroit d'Ormuz. Et les États-Unis ont très clairement indiqué qu'ils sont prêts à recommencer. Les bonnes lanceurs demeurent en attente à la base RAF Fairford. Les moyens américains de renseignement recensent d'autres sites de lancement de missiles et d'autres installations durcies le long de la côte d'Ormuz qui ont survécu à la première vague de frappe. L'infrastructure nécessaire à des opérations de suivi est entièrement en place et activement maintenue. Il ne s'agit pas d'une force qui s'est retirée. Il s'agit d'une force prête à repartir à très court préavis. C'est exactement la partie que les micros favorables à Trump préfèrent. Des images de fermeté, un volume maximal et aussi peu de patience que possible pour tout ce qui est plus compliqué qu'un titre percutant. Voici la question à laquelle sont maintenant confrontés tous les marchés de l'énergie, tous les gouvernements et tous les planificateurs militaires. L'hypothèse des 30 dernières années a disparu. Le monde sait désormais qu'Ormuz peut être fermé. Et il sait aussi que la doctrine souterraine
qui rendait cette fermeture crédible peut être démantelée en une seule nuit. Ce que l'Iran a construit pour se rendre intouchable a été touché. Ce qu'il a enfoui pour se rendre inaccessible a été atteint. L'ère du bluff d'Ormuz est terminée. La question est maintenant de savoir ce que l'Iran fera ensuite, s'il accepte cette réalité et négocie à partir du levier qui lui reste, ou s'il choisit de redoubler d'efforts et de provoquer une autre vague de frappe. Cette décision aura des répercussions sur les marchés énergétiques mondiaux, sur les canaux diplomatiques et sur l'équilibre des puissances dans cette région pendant des années. L'Iran sait maintenant quelque chose qu'il ne savait pas avant le 17 mars. La profondeur n'est pas une garantie, le béton n'est pas un bouclier. Et l'arme construite précisément pour le démontrer existe, a été utilisée, et d'autres sont déjà prêtes. Et si la faction trumpiste obtient le droit d'écrire le rappel, attendez-vous à ce que la conférence de presse soit prête bien avant les conséquences. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.